à la première. La première communication que nous allons écouter est une communication à 4 voix. Elle aborde un thème de plus en plus central dans le domaine de la recherche en histoire de l'art, puisqu'il va être question des techniques de création, mais aussi des techniques de restauration. Et la question de ces processus techniques et culturels et sociaux sous-tend la réalisation et la perception matérielle des œuvres d'art et leur conservation aujourd'hui, ce qui va être évidemment un sujet très intéressant. J'accueille donc 4 intervenants. Madame Rosalie Gaudin, qui est restauratrice de décors peints. Elle est diplômée de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est spécialisée depuis 35 ans dans le décor peint et le décor sculpté monumental. Donc c'est vraiment nous avons là donc une professionnelle. Elle est accompagnée de Monsieur Michel Perron. Monsieur Michel Perron est architecte du patrimoine, maître d'œuvre à Toulouse. Il y a également Guy Hachel de Toulza, que nous connaissons très bien, professeur honoraire en histoire de l'art. Et le 4e membre de cette équipe, c'est Monsieur Witold Nowik, du laboratoire de recherche LRMH. Il est docteur en chimie analytique. Il est important de préciser cette spécialité. Ingénieur de recherche au pôle peinture murale et polychromie. Et tous les 4 vont donc aborder un sujet qui est celui-ci, un décor médiéval découvert et restauré au XIXe siècle à Rabastens, concept de restauration et critique d'authenticité, conservation et restauration aujourd'hui. Je vous remercie, la parole est à vous. Voilà, donc nous avons aujourd'hui, contrairement à tout ce que nous avons vu depuis 2 jours, une communication à 4, puisque le sujet de la restauration des peintures de Notre-Dame-du-Bourg est un sujet complexe. Je me souviens, ayant été l'élève de Durlia au milieu des années 70, nous discutions sur le projet de la restauration de Saint-Cernin, et Durlia voulait faire un colloque avec l'UNESCO sur restauration et dérestauration, puisque le sujet était brûlant avec le projet de Boiret. Et il m'avait dit, Guy, on va à Rabastens, si on peut peut-être faire quelque chose sur les peintures. Nous y sommes retournés, il m'a dit, oh là là, bon, eh ben, j'enlève ce sujet-là du programme parce que c'est vraiment trop complexe. Et c'est donc cette complexité qui est aujourd'hui d'actualité, puisque avec le petit groupe qui va passer après moi sur cette estrade, nous allons essayer de voir comment on peut traiter un chantier qui est évidemment un chantier, vous le verrez, compliqué. Tout d'abord, quelques mots sur Rabastens. Vous voyez que Rabastens se situe donc à mi-chemin entre Toulouse et Albi, sur la voie d'abord à l'origine sur la voie qui faisait Toulouse-Lyon via Rodez, et ensuite sur les chemins de Compostelle qui venaient de la voie du Puy et redescendaient avec une branche donc qui, au lieu d'aller vers Moissac, descendait directement vers Toulouse en passant par Rabastens. C'est aujourd'hui la carte que j'ai récupérée de la CIR, l'association des chemins de Compostelle, avec un GR qui passe à Rabastens. Rabastens avait un très riche patrimoine jacquaire, avec une chapelle, des reliques, des statues, etc., un hôpital Saint-Jacques. Et c'est ce qui a fait que l'église Notre-Dame-du-Bourg s'est trouvée protégée au titre de l'UNESCO. On va y revenir dans un instant. Quelques mots d'abord pour la situation de l'église. Vous voyez que c'est le prieuré qui est en rouge au milieu de la partie rose qui est le bourg. Au point de départ, on a un castrum d'époque mérovingienne, carolingienne, séparé qui forme un éperon barré, séparé par un grand fossé. C'est la partie en bleu. Et ensuite, à partir du milieu du XIIe siècle, la création d'un faubourg en direction d'Albi, donc vers votre droite, et au milieu duquel va venir s'installer un prieuré bénédictin qui est issu de Moissac. En effet, dès 1068, les bénédictins de Moissac vont recevoir un prieuré qui est à 2 kilomètres de Rabastens, qui est Saint-Amand, et dès 1100, ils vont faire l'acquisition de toute une série d'églises autour de Rabastens, y compris de l'église même du castrum, du château de Rabastens. Et à la tête d'un patrimoine foncier et d'églises assez important, ils vont décider la création donc d'un prieuré au milieu de la partie qui est non, ça marche pas en sens arrière, peu importe, au milieu du bourg, là où il y a encore un peu de place pour pouvoir construire.
Cet édifice va vivre à peu près tranquillement, donc 80 ans, avant que, à partir de 1230, les inquisiteurs passant à Toulouse, comme ils le feront plus tard à Lavaur et à Gaillac, décident la reconstruction de l'église ou de la chapelle des bénédictins de Moissac pour en faire une grande église paroissiale. Donc il y a là une grande campagne de reconstruction complète de l'édifice, 5 ou 6 fois plus grande que n'elle était la chapelle à l'origine. On ne conserve que les 8 chapiteaux du portail et les colonnes de marbre de Saint-Béat qui l'ornent, et se met en place donc un grand édifice, les inquisiteurs faisant beaucoup plus confiance, et on s'en rend compte, aux moines bénédictins. C'est le cas pour Lavaur, c'est le cas pour Gaillac, pour ses voisines, que dans le clergé local, mais ce sont des choses qui sont bien connues. À partir de 1310, nous allons avoir une deuxième campagne de construction. C'est à la demande de Bernard de la Tour, qui est à la fois le prieur et recteur de l'université de Toulouse, et il va décider la construction d'un nouveau chœur, sans doute peut-être stimulé par le nouveau chœur des Jacobins qui vient de se remonter et qui va servir de modèle. Et donc les travaux commencent vers 1310, puis ils s'achèvent en tout cas pour l'architecture le 29 juin 1318, puisque nous avons la bénédiction avec la clé de voûte par Béranger de Landor. Béranger de Landor est un personnage absolument considérable. Il est à la cour d'Avignon légat du pape auprès des cours de France, de Castille et de Portugal. Il est le 13e général des Dominicains et il vient d'être nommé archevêque de Compostelle, poste qu'il refuse en premier temps de prendre, et il faut attendre 2-3 ans et des menaces du pape pour que Béranger de Landor finisse par prendre la route de Compostelle, et où il ne sera pas d'ailleurs accueilli avec les couronnes de fleurs qu'il s'attend d'avoir avec. Il devra faire un siège de sa ville, mais il sera en tout cas le plus grand réformateur de Compostelle. Les années passent, on a ensuite en 1547 la création d'un chapitre de chanoines, puis surtout 1561, les protestants occupent la ville pendant 1 an, transforment l'église en corps de garde, font des graffitis sur les murs et sont expulsés de la ville 1 an plus tard, en 1562, et le prieur, monsieur de Béraille, va décider la réconciliation, c'est le texte qui est utilisé, des églises de Notre-Dame-du-Bourg et Notre-Dame-du-Château, précisant dans le texte qu'il y a eu émission de sang et de semences humaines. Je vous laisserai deviner pourquoi il y a ces 2 éléments supplémentaires dans le texte. Bon, bref, à l'occasion de cette réconciliation, on va repasser à la chaux tous les murs de l'église, et les peintures qui ornaient l'église disparaissent à ce moment-là, sous une suite constante. Tous les 50 ans, on va rebadigeonner l'église, donc on va avoir des couches, 5, 6, 7, 8 couches de chaux ou de badigeons ou d'enduits successifs. Le prieuré va quitter Moissac en 1583, quand les jésuites à Toulouse réclament de l'argent pour vivre, et le pape Grégoire XIII va retirer de Moissac le prieuré pour le donner aux jésuites, d'où évidemment de très nombreux procès qui vont suivre sur près d'une vingtaine d'années. Et quand les jésuites sont enfin maîtres chez eux et acceptés, une visite d'experts montre les travaux à prévoir. En 1609, des experts toulousains passent et ils disent qu'il y a toujours le corps de garde dans l'église, qu'il y a toujours le canon dans l'église, et qu'il y pleut comme à la rue, ce qui pose évidemment le problème de l'étanchéité des toitures et des voûtes. En 1762, avec Louis XV, bien entendu, les jésuites sont expulsés et l'église devient église collégiale, puisqu'il y a bien un collège au XVIe siècle. Au XIXe siècle, la fabrique, en 1840, se plaint de l'état d'abandon et envisage une peinture générale de l'église. Il y a un texte avec le préfet, et on envisage alors de repeindre l'église, qui alors était d'un jaune crasseux, pour faire quelque chose d'un petit peu plus gai. D'autres édifices avaient eu des campagnes de peinture avec des Italiens, et on pensait qu'on pourrait peut-être faire un décor peut-être plus luxueux, comme on peut le voir à la cathédrale Saint-Alain de Lavaur. En tout cas, il faut faire quelque chose. César Daly, qui est l'architecte diocésain qui est en charge Sainte-Cécile d'Albi, fait un grand rapport, et on décide de reprendre à la fois l'architecture et le décor, avec en particulier une voûte bleue avec des petites étoiles dorées. On monte un échafaudage dans le chœur, 1859, et en février 1860, un morceau d'enduit se détachant, ou cloquant en tout cas, sur la voûte, précisément entre les chapelles aujourd'hui Saint-Martin et Saint-Jacques, il dégage une tête, et immédiatement on fait venir
un voisin qui est le comte Raymond de Toulouse-Lautrec, membre de la SFA, la Société Française d'Archéologie, qui monte sur l'échafaudage, qui continue à faire dégager ce que l'on trouve, qui avertit immédiatement le préfet, et l'on va faire à ce moment-là une première étude sérieuse du décor peint. Cette étude va être publiée quelques mois plus tard par Raymond de Toulouse-Lautrec dans le bulletin monumental. Nous sommes en juin 1860, avec dessin et description de ce qu'il voit. C'est évidemment la première mention que l'on ait des travaux. L'église ensuite est confiée à Angalière, qui va engager une grande campagne de restauration et de complément sur les chapelles où on n'a rien trouvé comme décor. L'église est ensuite classée monument historique en 99. Puis, un siècle plus tard, elle est au patrimoine mondial de l'UNESCO pour les chemins de Saint-Jacques. Et depuis 2016, avec Michel Perron, avec Rosalie Godin, il y a un grand projet de check-up de l'église qui, depuis 1860, n'avait pas vu de grands travaux. Et il s'agit maintenant de voir l'état dans lequel est l'édifice, la charge à la fois monument historique et patrimoine mondial de l'UNESCO, exigeait un petit peu cette étude, et il a été décidé donc de grands travaux qui vont durer au moins 5, 6, 7 ans. Plus de 4 millions de d'euros de travaux vont être mis en place. Donc il y en a. L'église est fermée, et elle est fermée encore pour un bon moment. Rappelons qu'en 2018, on avait fêté les 700 ans donc de la bénédiction de la clé de voûte du cœur et les 20 ans de l'UNESCO. Voilà une petite représentation de l'église en écorché qui montre que l'église comprend donc un très grand massif occidental sur la première travée, et puis ensuite un chœur beaucoup plus élevé, un petit peu comme, je dirais, aux Jacobins pendant la période intermédiaire entre la vieille nef et le nouveau chœur. Ce qui est le plus spectaculaire, voici le plan de l'édifice avec la partie 13e, donc des environs de 1230 en brun. En jaune, le chœur, donc 1318, 1320, enfin 1310, 1320, le temps de la construire et de la décorer, puis les adjonctions postérieures en bleu. Ce qui est évidemment le plus spectaculaire à Notre-Dame-du-Bourg de Rabastens, c'est que l'édifice est entièrement peint, je dirais, du sol à la voûte, aussi bien dans la nef que dans le chœur, créant évidemment un ensemble médiéval extrêmement complet. Il y a plus de 3500 mètres carrés de peinture, ce qui est évidemment tout à fait considérable, et peut, et c'est intéressant en cela, donner une idée de ce que sont les églises du Midi toulousain au Moyen-Âge, lorsqu'elles étaient entièrement couvertes de peinture. Aujourd'hui, à Sainte-Cécile, quand on va à la cathédrale d'Albi, on a le décor sur tous les murs couvrant de la Renaissance, mais on sait que sous ce décor de la Renaissance, on a le décor du XIVe siècle, dont de petits fragments sont conservés à la sacristie. J'ai eu la chance, et c'était un peu le témoignage que je voulais donner aussi, de faire la découverte de peinture dans une chapelle. C'est la première chapelle nord de la nef, dite Saint-Roch. La découverte a eu lieu en 1973. Les belins que vous voyez en bas à gauche, je ne sais pas si... Hop, pardon, donc ça c'est passé en sens inverse. Voilà, vous les voyez, monsieur et madame Belin en bas, étaient en train de travailler sur la restauration d'un pilier qui avait bougé, sur lequel on avait refait les enduits. Et sortant de cours avec Durlia, je parlais de la chapelle, je prends une petite truelle, je leur pique une truelle et je vais chercher dans un petit coin, là où se trouve madame Belin avec le t-shirt noir, et je commence à voir de la peinture qui apparaît, du rouge, du jaune, du bleu, et en l'espace de 48 heures, on a dégagé tout un mur, on le voit ici en dégagement, ce sont des peintures du XVIe siècle, puis ensuite la voûte, et ensuite le plus spectaculaire, c'est le retable. Donc on a à gauche et à droite, et on enlève le tableau qui formait le retable, qui était la représentation de Saint-Roch, et sous un premier badigeon assez léger de chaux, on découvre donc une grande déploration du Christ, assez monumentale, que l'on a ensuite dégagée, qui se trouve être curieusement peinte à l'huile, avec des nimbes dorées à l'or, étonnamment résistant, alors que le reste est de très belle qualité, alors que le reste était peint plutôt à tempéra sur le mur en peinture murale. C'est ce que l'on peut voir ici avec le Christ en croix entre la Vierge et Saint Jean. On voit que les nimbes sont faites à l'or et sur un fond de ville de Jérusalem qui apparaît à peu près à mi-hauteur entre le ciel et la terre. C'est intéressant, et si je vous le passe, c'est que ça peut donner une idée de la manière dont on a pu retrouver des peintures à Rabastens en 1860.
Quel a été le souci à cette époque-là? C'était, et on le verra avec Toulouse-Lautrec tout à l'heure, d'essayer de remettre tout ça en couleur pour que ce soit supportable pour des gens de l'époque Napoléon III, ce qui évidemment aujourd'hui apparaîtrait absolument fou. Voici Saint-Pierre qui apparaît en haut sous les enduits, donc la chapelle est entièrement peinte évidemment, et de l'autre côté on a le Christ bénissant qui devait être vraisemblablement au-dessus d'une résurrection. Sur le dernier mur qui a disparu. Le plus spectaculaire, c'est évidemment le chœur, pour aller un peu vite, avec cet extraordinaire ensemble de médaillons représentant les apôtres et des saints sur un fond de swastika, orné ensuite de bandes, orné des armoiries de Rabastens, 4 raves, et les fleurs de lys qui sont sans nombre, donc 4 également. L'ensemble, vous le voyez, tout à fait étonnant et voilà, pose des questions évidemment sur les swastikas, mais c'est pas le moment de parler de cette question. Et des médaillons quadrilobés où apparaissent donc des saints. On reconnaît Saint Jean-Baptiste, on reconnaît Sainte Catherine, par exemple en partie basse, avec des nimbes incisés pour évoquer ce que nous avons déjà évoqué tout à l'heure. Peintures qui ont dû se dérouler donc dès la bénédiction à la clé de voûte. Juin 1318, nous sommes donc avec des peintures qu'il faut penser réaliser au moment de l'échafaudage en place, c'est-à-dire vers 1319, 1320, puis ensuite on descend sur les murs en descendant l'échafaudage. Heureusement, Raymond de Toulouse-Lautrec publie donc dans le bulletin monumental un grand texte d'une vingtaine de pages avec des illustrations sur ce qu'il a vu. Il est monté sur l'échafaudage, il a fait des relevés, il a noté tout ce qu'il a vu. Malheureusement, ce n'est que le départ, c'est-à-dire au moment où il est sur les voûtes du chœur, quand les peintures, enfin les découvertes vont se poursuivre, dans le chœur puis dans la nef, là nous avons beaucoup moins de descriptions. C'est intéressant, c'est également pour nous le petit texte qu'il met en préambule. Nous vivons dans un siècle de réparation, de toutes parts dans nos basiliques. Des manœuvres suspendues aux échafaudages travaillent à gratter la chaux sous laquelle le mauvais goût des derniers temps avait caché les vieilles fresques. Le dessin était trop ferme, la couleur avait trop profondément pénétré pour s'effacer à si peu de frais. Les saints de nos aïeux réapparaissent avec leurs têtes inspirées et leurs auréoles d'or. Voilà un beau texte qui montre l'esprit dans lequel va se faire la restauration. Il termine en disant « Puisse une restauration intelligente », et ça, évidemment, c'est pour Rosalie qui est là, conservant, et c'est ce que lui préconisait, « Puisse une restauration intelligente, conservant tout ce qui pourra être conservé, reproduisant jusqu'au scrupule ce que le temps a dévoré, rende aux peintures Notre-Dame-du-Bourg l'éclat dont elle brillait il y a 542 ans. C'était sa conclusion de texte, c'est intéressant. En plus, il nous donne donc des planches gravées avec les détails de l'élévation des murs du chœur, avec le grand décor de swastika, la liste des blasons qui sont en dessous, dont il parle de ceux il commande ce qu'il a pu dégager, et également le grand bandeau central sur l'arête de la voûte avec l'alternance des raves et des lys. L'encadrement des fenêtres avec les différents types de décors sont également présentés. Puis un des médaillons, c'est ici celui de la Vierge, tenant avec 3 fleurs de lys sur le voûtin d'en face. C'est le Christ qui l'a béni, le tout dans un décor de swastika. L'édifice commençait donc à poser de gros problèmes de conservation, dirais-je. On voit ici la 4e travée avec un Christ en majesté qui correspondait à la première construction du XIIIe siècle quand nous avions 4 travées et un chevet plat. Donc le Christ ici surmontait l'autel avant que l'on perce le mur de fond pour créer le nouveau chœur beaucoup plus haut que la nef. Et on voit que des morceaux d'enduit étaient tombés du bas de la robe du Christ, également de sa poitrine. Nous avions donc des problèmes de solidité d'enduit. Et il y avait également eu des traces d'infiltration d'eau importantes qui tachaient la voûte. Et donc, avec la municipalité, nous avons décidé de commencer d'abord par cette première exemple, c'est la 4e travée, la voûte de la 4e travée, pour voir un peu ce que l'on pouvait faire. Un grand échafaudage, évidemment, a été monté, et on s'est rendu compte tout de suite avec Michel Perron, qui va en faire part tout à l'heure, qu'une des ogives était en train de se détacher de la voûte. On pouvait y passer la main, comme vous voyez ici sur cette photographie, ce qui était assez inquiétant, une petite lézarde, et montrant qu'il y avait des problèmes de stabilité. Il fallait donc d'abord intervenir sur l'architecture avant de passer à la peinture.
Ceci étant dit, puisqu'on y était avec Rosalie Godin, il y a eu un premier, elle va vous en parler, un premier nettoyage des voûtes, et on voit très bien ici la partie de gauche dans son état d'origine et la partie de droite après le travail de nettoyage qui a surtout fait apparaître en dessous la couche médiévale avec un semis de petites étoiles beaucoup plus aléatoires que les étoiles du 19e bien alignées qu'avait créé Engallières, et des petites étoiles simplement avec des branches. On voit ici un ensemble donc à 8 rayons pour les étoiles. En même temps, sur d'autres endroits, l'emplacement de la voûte, on voit, il apparaît très bien ici, le dessin en noir d'un faux appareillage, de ce qui fait qu'on a eu plusieurs décors qui se sont succédés, au moins au niveau des voûtes. Un élément très important, c'est que quand on était sur l'arc triomphal qui sépare la nef du chœur, on s'est rendu compte qu'il y avait eu je dirais un masticage. On avait essayé de boucher les fentes avec du plâtre peint et que ces éléments de plâtre tombaient, et on s'est rendu compte que la couche picturale médiévale était exactement en dessous de ce que Engallières avait peint par-dessus sur un très léger enduit supplémentaire. Donc quand on voit cette grande bande ici, alors je ne sais pas si je n'ose pas faire la petite flèche, voilà, on voit que ce qui est fait par Engallières ici se poursuit exactement, ça c'est la partie médiévale. Même chose ici, le trait alors est décalé de demi-centimètre, et on a le jaune qui correspond au jaune, le trait blanc qui correspond au trait blanc. Ici, pareil, le cadre est là. Donc on sent qu'Engallières n'a pas remis simplement en couleur, mais il a repassé un enduit et il a reproduit exactement ce qu'il a vu sur une nouvelle couche bien propre. Alors la question se passe, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est peut-être la question que posera Rosalie tout à l'heure. On le voit ici, très bien. Voyez ici la partie 19e, Engallières. Quand le petit enduit de plâtre est tombé, on voit que ça se poursuit exactement pour la partie médiévale. Ça, c'est la partie médiévale. Et puis ça reprend ici, 19e. Même chose ici pour l'encadrement blanc. On voit le passage des couleurs et on voit que c'est absolument, je dirais, semblable dans cette restauration. Alors maintenant, des sondages ont été faits dans les deux chapelles, Saint-Martin à gauche, Saint-Jacques en face. Ce sont celles qui sont les plus authentiques. En tout cas, c'est devant ces deux chapelles qu'avaient été dressés l'échafaudage de 1859-1860. Et c'est celles, en tout cas, qui conservent, leur semble, le plus authentique. Pour le cycle de Saint-Jacques, dans la chapelle Saint-Jacques, il est évidemment doublement intéressant par les qualités de ce qu'on va retrouver, on va vous en parler tout à l'heure, et par l'iconographie, puisque c'est un des éléments qui a valu à Rabastens d'être au patrimoine mondial pour les chemins de Saint-Jacques. L'ensemble ici est assez remarquable, et la peinture médiane représentant Saint-Jacques transporté en barque de Jérusalem en Galice, c'est très souvent reproduit, et on y a remarqué que les têtes des vieillards ici, par exemple, étaient absolument authentiques, n'avaient pas été repeintes, et ont une extraordinaire qualité que vous verrez en plus grand dans ce que va vous présenter Rosalie Godin dans un instant, et donc je lui cède la parole. Donc, j'enchaîne sur cette présentation générale sur un problème plus spécifique sur une étude. Il y a eu un souci. Comment ça se fait? Bon. Donc, sur une critique d'authenticité de ces ensembles de décors peints, donc qui se trouvent sur la totalité des élévations intérieures de l'église. Et cette étude, cette critique d'authenticité fait partie d'une étude plus globale sur un diagnostic, en fin de compte, de ces décors peints. Donc, il y a aussi l'étude des altérations, des dégradations, pour aboutir, évaluer bien sûr l'état général de conservation de tous ces décors, pour au final, l'objectif final, c'est de proposer un parti et un programme
de conservation et de restauration de cet ensemble peint que nous voyons aujourd'hui. Donc, comme vous l'a dit Guy de Toulza, donc les surfaces sont très importantes puisqu'on a plus de 3500 mètres carrés de peinture. Alors, vous voyez, c'est un relevé photogrammétrique, mais bon, faut pencher la tête de côté. Donc, voyez, on voit donc les hauteurs. La nef donc culmine à 18 mètres, le chœur à plus de 20 mètres. Les largeurs aussi, les longueurs. Donc, la longueur de la nef est 28 mètres, le chœur 15 mètres. Plus à cela, faut ajouter les chapelles. Donc, les chapelles latérales de la nef, il y en a 6, plus des fonds baptismaux. Les fonds baptismaux, eux, sont vierges de décor. C'est le seul endroit où on a des enduits bruts. Et puis, les chapelles rayonnantes, donc au nombre de 7, autour du chœur. Voilà aussi, c'est dans l'autre sens. Bon. Pourtant, sur le PowerPoint, c'était impeccable. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé aux transformations PDF. Voilà. Donc là, vous avez l'élévation, la coupe d'élévation, donc de l'autre côté, plus les voûtements. Donc le voûtement, on voit aussi au-dessus de la tribune d'orgue à l'entrée. Donc on a aussi un décor peint que l'on voit pas, enfin ou très peu, depuis l'intérieur de l'église, donc mais qui est figuratif. Et après, on a des décors qui sont plus ornementaux, hein, de coupes de pierre, hein, de frises décoratives, de médaillons, de blasons, dans le voûtement de la nef. Et puis après, ce que vous a présenté Guy de Toulza dans le chœur. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on entre dans cette église, on a un effet de surprise. On s'attend pas du tout à avoir cet aspect si coloré, très dense en décor. Et voilà, le public que l'on a pu croiser pendant notre étude, avec qui on a pu discuter un peu, public touriste, mais aussi surtout des Rabastinois qui sont très attachés à leur église et à cette ambiance, à ce décor. Et d'ailleurs, il y a un groupe de fidèles, de femmes qui viennent toutes les semaines faire des magnifiques bouquets de fleurs, donc qui rajoutent encore une exubérance à tous ces décors dans le cœur. Voilà, ils étaient nous demandaient sans arrêt qu'est-ce que vous allez faire, ces beaux décors, voilà. Donc il y a vraiment les Rabastinois qui sont très attachés à cet édifice où de nombreux des offices sont célébrés et où le curé aussi est très présent et nous a beaucoup suivis pendant nos pérégrinations et nos réflexions sur ces décors. Alors là aussi c'est à l'envers, je suis désolée vraiment. Donc c'est l'élévation ici, l'élévation est, donc du chœur, et ici donc l'élévation ouest, et à la gauche du portail d'entrée, de l'entrée principale, donc on a une inscription que vous voyez ici, donc qui signe et date l'intervention de Joseph Engalière, donc de 1860, février, même le mois est voilà, pile 3 ans, donc 1863, donc la découverte et la restauration des peintures et le nom du curé. Voilà. On a aussi à droite de l'entrée une autre inscription où serait l'inscription qui concerne la consécration donc de l'Église, la consécration qui est datée de 1544. Alors là,
Guy, si tu me, n'hésite pas à intervenir si je me trompe. Voilà, donc 1544, dont on a retrouvé dans la nef la date peinte sur un des murs de la nef. Et là, on voit dans l'inscription, en fin de compte, on n'a pas l'année, on a le jour, le mois, et puis bon, la consécration. Donc, comme si cette inscription avait été la restauration d'une inscription plus ancienne et dont on n'avait pas pu lire la date. Donc, c'est là le respect, voilà, de Joseph Engallière, de ce qu'il a trouvé, vu et restauré. Donc, on va voir que, en fin de compte, cette partie là où il y a ces deux inscriptions ont été totalement refaites par Joseph Engallière. Donc, pour notre méthode d'approche, vu l'étendue des surfaces, la quantité de décors et la complexité de ces décors, donc on a bien sûr, il y a eu plusieurs phases, donc une consultation des archives et de la documentation, des observations sur place avec différents angles d'éclairage, des bons éclairages, des bons spots, des sondages stratigraphiques là où les surfaces étaient accessibles, parce que bien sûr on n'a pas eu accès à toutes les surfaces, puisque rien n'était échafaudé quand on a commencé l'étude, donc on ne pouvait faire que des observations depuis le sol, et on a privilégié en fin de compte 2 endroits pour aller faire des investigations plus précises avec un échafaudage roulant. Donc c'était les moyens qui nous avaient été donnés pour cette étude. Et donc et surtout donc une confrontation des archives avec les observations visuelles qu'on avait pu faire sur place. Donc on a obtenu un inventaire, un descriptif de tous les décors visibles aujourd'hui, donc qui ont été recouverts par la restauration de Joseph Engallière, qui ont aussi disparu, mais qu'on connaît par les archives. Et pour illustrer, en fin de compte, cet inventaire, chaque décor a une fiche descriptive. Et alors, je vous ai pas mis de modèle parce que c'est un peu fastidieux. Enfin bon, ça suit des fiches. Ça essaie d'être le plus complet possible. Ça suit un peu les modèles d'inventaire de musées, c'est-à-dire qu'on a même attribué des numéros, une numérotation, donc à tous les décors, en fonction de leur localisation, de leur niveau, localisation géographique, donc dans l'église, mais aussi du niveau stratigraphique, là où on les a repérés. Et bien sûr des relevés graphiques à partir donc des photogrammétries qui ont été faites par Hadès, et on a pu travailler à partir de ces documents. Et bien sûr, la plus grande quantité de clichés photographiques, même presque trop, parce qu'après, bon, faut les trier et pouvoir s'en servir. Donc pour cette étude, les moyens étaient quand même très très limités et on va voir insuffisants. Et aussi les moyens d'observation et d'analyse qui n'étaient uniquement visuels et avec un bistouri aussi doivent être plus approfondis. Et bien sûr, on est dans un cadre de marché, donc on a un coût et une durée limitée pour rendre l'étude. Donc voilà. Donc l'idée qui s'est mis en place, c'était puisque l'étude sur le bâtiment avait déjà été faite et qu'il y avait déjà une programmation de travaux, Michel Perron va vous en parler après,
c'était prendre l'opportunité des échafaudages et des travaux prévus sur le bâti, de continuer de faire une étude complémentaire, donc à l'aide de ces échafaudages, et aussi tout de suite ont été programmées des interventions d'urgence de conservation de certaines parties de décor parce qu'ils sont vraiment en péril. Voilà, il y a certaines parties là, le Christ Pantocrator dans la nef était en train de tomber sur la tête du curé juste en dessous. Voilà, donc, et il y a d'autres parties comme ça. Donc voilà, donc il y a vraiment urgence à intervenir. Donc on a sélectionné, c'est les zones rouges que vous voyez là sur ce plan, où on est intervenu plus précisément lors d'une campagne donc de conservation d'urgence. L'étude s'est faite, alors, mémoire 2017 jusqu'à 2019, et après enchaîné de suite 2020, 2019-2020, ces interventions conservatoires. Voilà. Alors, bon, je vais peut-être pas, c'est peut-être un peu trop long, mais dans l'inventaire, donc, par exemple, dans le chœur, dans le chevet, dans les chapelles, donc il y avait eu l'intervention avant Joseph Engallière en 1846, donc il y a eu l'intervention d'un peintre, Morelli, qui avait fait des décors en trompe-l'œil, un camailleux, donc de fausses moulures sur déjà sur les murs. Donc c'est deux, trois chapelles, il y avait déjà un décor. Dans les autres chapelles, on a aussi des décors, des décors 19e qui sont postérieurs à Joseph Engallière dans la chapelle du Rosaire. Et dans les deux chapelles de la 4e travée de la nef, ici on a un décor d'époque classique, pareil, un trompe-l'œil assez beau, hein, qui n'a pas été restauré. Puis il y a eu Guy de Toulza vous en a parlé, donc la restauration du décor, enfin la découverte et la restauration du décor de 1500 fin 16e, et des décors qui ont disparu. Donc il y a un décor d'Amont qui a disparu pour mettre au jour ces peintures du XVIe, et un décor aussi de Paul Pouot, ici du début du XXe siècle, qui a disparu en très mauvais état, et qui maintenant, la restauration a été, le parti pris de restauration a été de refaire un faux appareillage en style médiéval. Voilà. Donc, au final, Joseph Engallière n'est intervenu donc en restauration sur les élévations de la nef, du chœur, voûtement compris, plus les deux chapelles, Saint-Jacques, Saint-Martin, et est intervenu en création donc sur les autres chapelles rayonnantes du chœur, l'enfance de la Vierge, la vie de la Vierge, Saint-Pierre et Saint-Augustin. Il n'est pas intervenu dans les chapelles de la nef. Pour être précise, en fin de compte, dans les termes employés, et on va le voir que c'est assez important, le pinceau de Joseph Engallière, finalement, est passé partout. Donc, on a distingué la présence d'un décor médiéval repeint, c'est-à-dire que Joseph Engallière a recouvert la couche picturale médiévale en respectant plus ou moins l'iconographie, et le décor peint médiéval reconstitué, c'est-à-dire que sur des parties manquantes du décor médiéval, Joseph Engallière a fait une proposition de reconstitution du décor. C'est-à-dire que nulle part il n'y a de lacune de décor. Tout est plein, tout est rempli. Voilà. Donc, on a peut-être au 19e, il fallait que ça soit entier, hein, et on n'acceptait pas une vision archéologique.
voilà, de la restauration. Puis après, donc, la création, là où on sait que c'est Joseph Engallière qui est intervenu sur une commande de la fabrique, qui lui a commandé des décors peints figuratifs dans le style de la restauration qu'il avait fait des peintures médiévales dans les autres chapelles du chœur, dans la chapelle Saint-Jacques et Saint-Martin. Donc voilà un peu le résultat que l'on a maintenant suite à l'étude. Donc des relevés où on a distingué, on est parti, alors pas du tout de l'iconographie, absolument pas, puisque Guy de Toulza avait fait l'étude iconographique et connaît très bien ces peintures, mais on est parti vraiment des stratigraphies et vraiment plus particulièrement des enduits qui se superposaient et des sens de recouvrement de ces enduits, puisque on a pu caractériser vraiment les enduits de Joseph Engallière, dont on sait dans les archives que c'est un maçon qui a refait ces enduits. Et d'ailleurs, dans ces archives, on sait que il y a le terme démolition aussi, donc grattage et démolition, réfection des enduits, et après Joseph Engallière intervient en tant que peintre pour restaurer le décor peint. Donc forcément, il y a sur ces enduits tout neufs, forcément une reconstitution. Donc voilà. Alors tout ce qui est en violet, c'est Joseph Engallière. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qui resterait de l'enduit médiéval, avec un sens de recouvrement. On voit bien les petites flèches. Les limites sont en jaune et les petites flèches qui montrent que le violet passe par-dessus le bleu. Voilà. Et donc avec un échafaudage, on a pu aller voir de plus près ces deux scènes qui sont finalement assez simples, où là on a l'intervention donc de Joseph Engallière avec ces colmatages donc marqués en violet. On est tout ce qui est bleu, ça serait du médiéval. On est sur le mortier médiéval, mais entièrement repeint par une couche picturale de Joseph Engallière. Et quand on fait des sondages, donc dans cette partie bleue, dans la partie médiévale, l'enduit médiéval, on voit que c'est pas si simple que ça, parce qu'en fin de compte, on a la couche d'Engallière, couche picturale d'Engallière, on a 5 ou 6 badigeons, donc qui correspondent aux époques historiques des transformations et de la vie de l'édifice, et on a encore 2 décors, un décor à faux joints ici noir avec une boule noire, et encore dessous un décor à faux joints rouge. Donc finalement, dans la restauration, Joseph Engallière aurait proposé, a proposé, puisqu'on a le résultat, de restituer le décor de faux joints rouges. Voilà. Et donc le plus ancien. Mais comment a-t-il pu voir ce décor, puisque restait encore beaucoup de couches de résidus, de vestiges de badigeons. Je vais avancer assez vite. Voilà, donc ça c'est l'endroit le plus complexe, pareil, qu'on a pu approcher avec un échafaudage, où là, en repérant en fin de compte les limites d'enduit, on a des ruptures stratigraphiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de continuité entre la partie haute et la partie basse, où on a des enduits différents, et c'est pas des enduits en une seule passe, hein, c'est-à-dire des enduits de ragréage, c'est-à-dire ils colmatent en fin de compte des lacunes ou des défauts de planéité. Donc on a une partie inférieure ici où on est sur du plâtre. Le plâtre recouvre l'enduit qui est au-dessus, et sur l'enduit qui est au-dessus, on a un décor ancien que l'on devine ici, donc des têtes avec des auréoles, des apôtres, donc qui pouvaient être médiévales. Mais finalement, elles sont peintes sur l'enduit de Joseph Engallière et seraient
donc la restauration proposée, la reconstitution proposée par Joseph Engallière. Mais on a donc une autre couche picturale avec Adam et Ève par-dessus. Et alors, est-ce que c'est Joseph Engallière qui a repris, ou est-ce que c'est une reprise plus tardive? Mais ça, on n'a aucune trace, on a retrouvé aucune trace dans les archives. Oui, je finis juste là. Donc voilà, ici sur le plâtre, on a par contre quelque chose où on a d'autres décors sur plâtre. Donc on a un décor de trompe-l'œil en supplément, plus un décor géométrique. Donc on voit que c'est pas, c'est très très complexe. Et qu'est-ce qu'on peut proposer maintenant dans ce cas de figure? Là, je vais passer vite puisque Guy de tout ça vous en a parlé. Donc pareil, on retrouve donc le faux appareillage ici noir avec la boule noire et en dessous les étoiles qui sont donc antérieures. Et là, Joseph Engallière a proposé en fin de compte donc de restituer les étoiles, mais pas du tout dans un ordre aléatoire. Bien au contraire, on a les lignes, le tracé à la mine de plomb, de lignes et avec un carroyage, ligne perpendiculaire, et chaque étoile est sur l'intersection de ces lignes. Et sous le Christ Pantocrator, on a des vestiges de décor peint, mais tellement effacés, avec une perturbation pareille de toutes les couches stratigraphiques qu'on peut absolument pas dire qu'il y avait ce Christ médiéval sous la restauration proposée par Engallière. Voilà, donc là je vais passer puisque Guy vous en a parlé. Donc voici les relevés, là on a pu le faire plus précisément avec l'échafaudage. On a le respect effectivement des couleurs, ça, mais la couche médiévale est très sale, voilà. Et là, on a un petit problème aussi au niveau des couleurs, et je vais m'arrêter là. Bon, en plus là, je vais passer. Donc, ça va enchaîner avec Witold Novick, qui va vous parler donc ici des analyses. Où là, on est dans la chapelle, donc Saint-Jacques, où on a les plus beaux vestiges d'époque médiévale, très peu repeints par Joseph Engallière. Il y a juste quelques jutages et des résidus, en fin de compte, des couches de badigeon qui les recouvraient et surtout des impacts donc de ce dégagement. Alors là, j'ai pas le temps de vous en parler, mais c'est quand même important. Voilà, donc c'était la façon de faire de Joseph Engallière avec les relevés. Mais bon, si vous voulez, on pourra en discuter après. Il y a tellement à dire. 10 minutes, bon, c'est très bien. Alors, bon, est-ce qu'on peut passer à la suite des diapos? Yannick. Alors, je vais peut-être passer à la suivante. Voilà. Donc, pour contribuer à la critique d'authenticité de ces peintures, nous sommes intervenus, le laboratoire de recherche de langue historique, de peinture murale et polychromie, est intervenu pour caractériser les couches de peinture d'origine des repeints avec la méthode scientifique. Il y avait deux contraintes que nous avons eues sur ces chantiers, c'est-à-dire il fallait travailler assez rapidement. Notre mission a duré uniquement une grosse partie de la nuit et la journée suivante. Et quand il fallait avoir des résultats assez rapidement, nous avons privilégié le travail avec les méthodes applicables in situ. Nous sommes intervenus dans deux chapelles, la chapelle Saint-Martin et la chapelle Saint-Jacques, lesquelles portent le plus de vestiges de peinture originale, de peinture médiévale, et aussi été largement restaurées dans certaines parties par Joseph Engallière. Il y avait aussi des parties qui étaient créées par Joseph Engallière, donc c'était un très bon champ de tests de méthodes différentes. Nous sommes intervenus surtout dans la partie médiane, qui correspondait tout simplement à un niveau d'échafaudage. Pour ne pas changer de niveau, transporter le matériel, nous avons privilégié
des parties qui se retrouvaient sur le même niveau. Quand je dis que c'était une étude exploratoire, nous avons surtout cherché à trouver des méthodes, de voir adéquation de méthodes que nous avons proposées à la mise en évidence des répins de Langelier. Donc, comme vous avez vu déjà sur les diapos précédentes, nous avons des cas qui sont un tout petit peu à des limites qui délimitent notre champ d'application. D'un côté, on a des peintures de Joseph Engellière. Ça, c'est une création de Joseph Engellière entièrement. Et puis, de l'autre côté, on a des peintures médiévales. C'est sur ces deux peintures là que nous avons un tout petit peu affûté nos outils. Les outils que nous avons utilisés, c'était surtout pour avoir une vision un peu plus large, les méthodes d'imagerie, parmi lesquelles existe la méthode d'imagerie en fluorescence UV. Cette méthode-là, nous avons privilégié. Et puis les méthodes d'analyse in situ, qui nous a permis de nous retrouver un tout petit peu dans les caractéristiques qui ont été vues sous les UV. Au niveau de l'absorption aux fluorescences de différentes parties. Donc la méthode d'analyse que nous avons appliquée, c'est une méthode d'analyse élémentaire, donc la fluorescence X et l'ellipse. Et puis on a accompagné ces analyses avec la micro-imagerie pour confirmer que l'état de surface analysé correspondait bien à des parties qui étaient d'origine ou qui correspondaient des répins. Donc ici, suite à des prises d'images en UV, ce qu'on peut remarquer, vous avez à gauche l'image en visible et à droite l'image sur les UV, on voit que les peintures ne sont pas extrêmement fluorescentes. Alors ça, c'est des images qui ont été déjà un tout petit peu retravaillées, mais en réalité, la fluorescence qui apparaît sur les ailes, par exemple, de l'ange, n'est pas vraiment extrêmement forte. C'est des peintures qui sont complètement ternes sous UV. La palette, la caractérisation tentative de l'établissement de la palette énumère notamment l'utilisation de blanc de barium, de vert de chrome, qui sont des pigments qui ne sont pas du tout médiévaux, ils sont apparus au XIXe siècle, et bleu de Prusse, autrement synthétique. Les méthodes que nous avons utilisées sur place ne donnent pas des résultats suffisamment fins pour pouvoir départager entre ces deux pigments, pour la raison des éléments qui sont caractéristiques pour ces pigments, qui sont caractéristiques pour beaucoup de matières qui sont présentes dans ces peintures. Pour les peintures d'origine ou de peintures médiévales, d'accord. Nous avons remarqué que parmi les pigments qui ont été également retrouvés dans la peinture 19e, la chose qui est vraiment caractérisée d'une manière assez évidente, c'était l'utilisation de verre à cuivre et peut-être aussi de terre verte, mais on a des doutes entre les ocres et terre verte. Ces analyses devraient être bien sûr confirmées par la prise d'échantillons et des analyses beaucoup plus fines au laboratoire. Sur l'image en UV, on voit déjà très bien exacerber l'état de surface de ces peintures originales qui sont très lacunaires, avec dans la partie droite qui ont souffert quand même de retouches dans l'Engellière, et sur toute cette partie droite, on voit une fluorescence blanchâtre qui correspond à des altérations. C'est tout simplement la couche de gypse qui apparaît à la surface de cette peinture. Il ne change pas beaucoup de lisibilité en lumière visible, par contre en UV, ça ressort très très bien. Donc une fois qu'on a vu un tout petit peu les différences de comportement de peinture d'origine, peinture médiévale et celle de l'Engellière, nous sommes attaqués à des parties de peinture dans lesquelles l'intervention de l'Engellière était assez importante. Comme vous pouvez voir ici, sans faire des commentaires exactement sur la couleur que vous voyez, on voit tout de suite les parties qui sont d'origine,
et les parties qui ont été retouchées, repeintes, recréées par Langelière. Donc ça donne une espèce de cartographie qui est extrêmement fine et qui peut être utilisée pour l'interprétation de ces peintures. Un autre exemple un peu similaire dans la partie haute de la scène de crucifixion. Ici, on a à peu près dans le même cas de figure. On voit que la peinture d'origine est extrêmement usée, lacunaire. Il s'agit bien sûr de micro-lacunes comme de grosses lacunes. Il y a plusieurs interventions. Il y a probablement l'intervention qu'on voit à côté du soleil, qui a un rebouchage probablement post-Angelière et qui a un comportement en UV tout à fait différent. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le personnage qui se retrouve dans le groupe de personnages en bas à droite. C'est un chevalier, probablement, dont les caractéristiques sous éclairage UV montrent que le aume et l'armure ont pu être éventuellement refaites ou recréées, repeintes par Langelière en se basant sur les résidus de peinture originale. Par ailleurs, dans les particularités de la peinture 19e, nous avons retrouvé aussi, mis à part le fait que la plupart des pigments ne sont pas du tout fluorescents, de fluorescence faible, certains rouges qui étaient extrêmement fluorescents. Malheureusement, on n'a pas pu caractériser ces rouges sur place. Il faudrait faire des analyses au laboratoire, mais qu'on retrouve aussi dans les parties repeintes par Langelière, dans la partie basse de cette image, sur les plis des vêtements de personnages au centre, et puis sur la partie gauche de cette image en partie basse. Voilà. Donc, un petit bilan de l'apport de techniques que nous avons appliquées à la connaissance de ce décor. Bon, l'intérêt d'utilisation d'éclairage UV réside en comportements vraiment très différents des matières, et cela dépend plus de la technique d'exécution et des matériaux qui sont utilisés que de l'aspect visuel de la couleur. Donc, nous avons vu les blancs. Bon, je ne veux pas revenir sur le diapo précédent, mais beaucoup de blancs présentent, par exemple, des comportements différents. Et ils peuvent être très facilement différenciés. Donc, cette méthode, elle peut apporter vraiment de la finesse dans l'identification des parties qui sont éventuellement retouchées, repeintes ou reconstruites. L'utilisation des techniques que nous avons appliquées pour les matériaux in situ nécessite quand même, pour un approfondissement des connaissances de matériaux par les analyses au laboratoire, les méthodologies que nous avons appliquées sur place donnent quelques éléments de caractérisation, mais qui sont absolument insuffisants pour bien décrire la technique d'origine, la technique médiévale et la technique du XIXe siècle. Merci beaucoup. Merci. On le lance comment, le diapo ? Alors, ok. Très bien. Donc, je vais vous présenter très rapidement, brièvement, les différents travaux qui sont en cours, qui ont été en cours et qui sont en cours sur Notre-Dame-du-Bourg et leur couplage avec les problématiques de peinture murale qui vous ont été présentées précédemment. Donc, comme il a déjà été dit, il y avait une première étude de diagnostic qui a été engagée sur la partie architecturale et constructive. À cela s'est rajouté les diagnostics de peinture murale, qui ont été avec un petit décalage dans le temps. Et l'ensemble de ces études ont conduit à définir un programme de travaux, un programme de plusieurs phases. On ne va pas parler de programme pluriannuel parce que c'est beaucoup plus long que ça. Et qui ont été définis en fonction des impératifs et des priorités, à la fois sur les peintures murales,
et à la fois sur la structure. Parfois c'est l'un qui domine, parfois c'est l'autre, et aussi l'intérêt de coupler des travaux avec des observations complémentaires, par l'occasion, comme a dit Rosalie Gaudin, de mise en place d'échafaudages. Donc il y a 4 phases qui ont été décomposées pour la restauration extérieure. En premier, c'était la sacristie, qui est ici, qui est achevée. En deuxième, c'est la nef. En troisième, c'est le chœur, et en quatrième, c'est le clocher. Et là, on s'attache essentiellement à des travaux extérieurs, de conservation extérieure, de manière à préparer les travaux intérieurs, puisque bon, c'est logique, il faut que les maçonneries soient faites avant de faire la peinture. Difficile de monter un mur derrière la peinture. Donc, concernant la première phase, c'était la restauration des toitures de la sacristie, qui s'expliquait par des gros problèmes d'infiltration d'eau. Là, ici, on voit là, ici, on est dans le comble de la sacristie, et ça, c'est la fenêtre qui correspond à la chapelle Saint-Jacques, qui est juste en dessous. Donc, le comble, avec des infiltrations très nombreuses, c'est même presque un potager à certains moments. Donc, il y a nécessité la reprise complète de l'ensemble de la toiture pour assurer la misère d'eau, et donc, concomitamment, le séchage progressif des voûtes, qui prenait l'eau de manière trop importante, de manière à ce que les maçonneries aient le temps de sécher avant qu'il y ait des travaux vraiment de restauration définitive de la voûte. Et parallèlement, comme Rosalie Gaudin a expliqué, les investigations sur les peintures des voûtes, de manière à ce que les deux fonctionnent. C'est-à-dire que là, maintenant, au niveau connaissance des peintures, on est plus avancé, et en même temps, on a une enveloppe qui est saine, qui va permettre de faire les travaux de restauration définitifs. La deuxième, l'opération en cours concerne la nef, avec des problèmes de pathologie structurelle assez significatives, qui se traduisaient notamment par des fissures au niveau du mur goutreau, du côté sud, et un dévers du contrefort sud. Ce qui fonctionne avec les observations qui ont pu être faites depuis l'intérieur, avec le décollement d'une nervure de la 4e travée de la nef, qui ne se voyait pas d'en bas, mais qui est corrélée avec ces déformations que l'on observe depuis l'extérieur. En passant, cette nervure avait été calfeutrée par Engallière en 1860, et on voit que depuis 1860, ce qui l'a calfeutré a bougé, donc ce qui donne des indications sur les mouvements qui sont pas énormes, mais qui sont suffisamment, disons, significatifs pour devoir intervenir. On remarque aussi une petite chose, là vous voyez pas, c'est trop loin, ici une gargouille qui est encastrée dans le mur goutreau, qui correspond en fait à des évacuations d'eau depuis l'extrado des voûtes, et qui est rattachée à l'histoire de l'église, et donc ces problèmes d'eau récurrents depuis au moins le XVIe siècle, et qui explique qu'il y a eu une chape qui a été faite sur l'extrado de la voûte et qui conduisent, avec des cheminements d'eau qui conduisent vers ces gargouilles. Donc ça veut dire qu'elle a pris l'eau pendant un bon moment, combien on ne sait pas, et toute la partie supérieure du mur goutreau est une maçonnerie qui est bâtie à la terre, alors qu'en dessous on est sur une maçonnerie médiévale. Donc c'est des maçonneries des temps modernes, on va dire, depuis le XVIe, mais combien de temps ça a été exposé à l'eau, c'est difficile à dire, mais en tout cas le problème était suffisamment significatif pour qu'on y mette des gargouilles. Pour revenir sur l'intérieur, ces observations sur la nervure ont conduit à faire une première intervention d'urgence sur la nervure avec la mise en place de cerces métalliques suspendues au voûtin, sachant que la nervure n'est pas harpée structurellement, elle a été bâtie sous le voûtin. Il n'y a pas de harpage d'origine. Donc on avait les voûtins, c'est un couvre-joint, un gros couvre-joint assez lourd qui peut faire mal s'il tombe, mais c'est un couvre-joint. Il n'a pas de rôle structurel. Donc ce qui nous a permis de le fixer sur la voûte qui elle-même, bien sûr, avait un rôle structurel, les voûtins étant bien sûr bâtis. Autre problème de structure, oui, c'est les murs goutreaux. Donc leur faiblesse nous a conduit à consolider l'ensemble des murs par la mise en place d'un chaînage en béton armé avec des armatures forées dans les maçonneries de manière à venir serrer la structure et éviter les problèmes de déversement, reprendre une partie des problèmes de versement qu'on avait, qui sont dus à une charpente assez curieuse en ciseaux, donc qui pousse sur les murs. Ces travaux de consolidation des maçonneries sont accompagnés bien sûr d'un suivi des peintures murales à l'intérieur, avec des travaux de préconsolidation des enduits, solin, refixation des peintures
et aussi fixation des décollements d'enduit, ainsi que très localement quelques éléments de dépose, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'incidence, il n'y ait pas de conséquences, que les travaux de consolidation de structure n'aient pas de conséquences sur les peintures murales. Ces consolidations sont faites avec une technique de forage d'armature, mais forage par carottage et carottage à sec. Donc pas de percussion pour éviter les vibrations, bien sûr. Et ensuite la mise en place de tiges de fibre de verre scellées scellées à la résine. Le deuxième élément, c'était la mise en place d'un tirant foré au droit du doubleau, de manière à resserrer, reprendre les efforts de déversement des murs latéraux. Et c'est un forage qui s'est fait dans le doubleau lui-même, à peu près à 30 cm au-dessus de la clé, et qui déborde sur les côtés, qui vient rejoindre le chaînage périphérique de manière à resserrer l'ensemble de la structure. Ces forages, bien sûr, sont faits de la même manière, un carottage à sec, pas à l'eau, bien sûr, pour éviter les infiltrations, et puis suivi intérieur d'éventuels mouvements des peintures murales. Bon, on n'a pas eu de soucis de ce côté-là, c'était bien heureux. Dernier point sur la nervure qui se décollait, puisqu'elle était, disons, désolidarisée de la voûte, c'est la mise en place de broches, pareil, sur la même technique de carottage et de fibres de verre qu'on avait prévu initialement forer depuis l'intérieur, depuis l'intrado, et finalement on a pu, c'est fort heureux, les forer depuis l'extrado, parce que ces forages s'accompagnent de poussières, etc., qui sont assez difficiles à maîtriser. Donc là, l'ensemble maintenant a été solidarisé, et avant le forage, l'interface entre la nervure et le voûtin était calfeutrée, vraiment refiché profondément pour remplir le vide avant de couler la résine, sinon la résine coulerait sur les peintures, ce qui eût été fâcheux. Là, un petit point de détail, ça explique que, l'église est très imbriquée dans son environnement, et une des chapelles la dernière chapelle de la nef, ici, qui est la Sainte-Eutrope, si je ne m'abuse, correspond est à la verticale d'un puits de jour qui permet d'éclairer la verrière, de laisser la lumière rentrer par la verrière qui est au-dessus de cette chapelle et qui éclaire la nef. Donc c'est un trou, et évidemment un trou ça se remplit d'eau, et en plus ce puits de jour recueillait les eaux pluviales de la nef et s'était évacué sur une chape en ciment vers un exutoire. Exutoire, bien sûr, difficile à entretenir, on voit l'état de la voûte, et là il a été mis en place une couverture avec une verrière, pour conserver l'éclairage à travers le vitrail, et une verrière de doublage pour assurer que l'eau ne rentre pas. Donc c'était un peu la complexité de la chose, assurer la mise hors d'eau et en même temps la lumière de ce qu'il y a, laisser rentrer la lumière pour le vitrail. La dernière, là je m'arrête, c'est l'avant-dernière. On est actuellement la nef est terminée, on s'occupe du chœur, et un point particulier du chœur, ça va être la mise hors d'eau des chapelles qui sont entre les contreforts et qui sont couvertes par une maçonnerie, uniquement une maçonnerie, il n'y a pas de toiture, avec les gables et puis les glacis qui sont au droit du triforium qui passe juste à cette hauteur-là. Et là, ici, on voit, c'est intéressant, les dégâts provoqués par ces infiltrations progressives, et on voit que la partie côté rue, qui est ici côté fenêtre, est beaucoup plus imbibée, qui correspond effectivement à cet endroit-là, à cette zone-là. Et cette zone-là, ces surfaces-là vont être recouvertes par une couverture en plomb, de manière aussi à laisser les maçonneries sécher, avant que les décors ne soient restaurés complètement. Donc, pour que ça sèche, il va falloir du temps, aussi bien c'est le temps de l'étude de la restauration intérieure, qui est le programme suivant. Là, les travaux extérieurs, on en a encore pour 2 ans. Et donc, parallèlement à l'achèvement de ces travaux, une mission de maîtrise d'œuvre va être attribuée pour préparer la restauration intérieure et coupler ces observations des études des décors, poursuite des décors intérieurs, avec la mise en place des échafaudages qui sont en train de se faire dans le chœur notamment, qui vont permettre d'accéder jusqu'au niveau des fenêtres pour préparer
compléter les observations sur le plan scientifique et puis définir de manière plus précise les parties et les modes opératoires des restaurations des peintures. Voilà, je vous remercie.